Alors, j'aurais envie de mettre en exergue de mon propos une citation qu'a proposée hier Gonzague Saint-Brie. On peut mourir d'être immortel. Citation de Nietzsche qui me paraît parfaitement percutante pour ouvrir mon propos. Et peut-être aussi que le dessin transhumance et transhumanisme de tout à l'heure servirait aussi la cause que je vais essayer de soutenir devant vous. Alors hier, on a évoqué nombre de faits qui dessinent une trajectoire dans laquelle l'humain semblerait trouver à se survivre. Le propos de Jacques Matteux était très explicite là-dessus. Et on a évoqué aussi l'imaginaire qui entoure ou qui précède ces faits. Brigitte Munier, par exemple. Alors moi, je vais parler des représentations philosophiques qui pourraient donner un sens, ou au contraire, qui pourraient disqualifier le fantasme majeur de l'humanisme aujourd'hui, à savoir l'immortalité. Demain, les post-humains, une ambition mortifère. Je ne vous cache pas que ce titre m'a été proposé par Jacques Matteux. Je ne l'ai même pas discuté. Je dis, je vais me plier à son titre et me couler dedans. Alors ce titre, Demain les post-humains, une ambition mortifère, c'est un titre qui recouvre évidemment un paradoxe. Le post-humanisme est réputé nous débarrasser des attributs qui font la fragilité de l'humanité. Je résume, on va nous débarrasser de la naissance, puisqu'on va fabriquer le vivant, on va nous débarrasser de la maladie, grâce à la nanomédecine, de la souffrance, grâce aux neurosciences, du vieillissement, grâce également sans doute à la nanomédecine et aux travaux sur la télomérase, et puis aussi on va nous débarrasser de la mort. Alors en quoi ce programme, que pourraient remplir les NBIC dont nous avons parlé hier, mériterait-il d'être considéré comme une ambition mortifère? Voilà la question. Autrement dit, en quoi tuer la mort, selon l'expression qui a rendu célèbre Calico, la société créée par Google, qui a accepté du journal, du magazine Time, ce slogan, en quoi tuer la mort serait-il mortifère? Voilà la question. La réponse la plus simple, la plus immédiate, serait de dire que en tuant la mort, on va tuer la vie. Et qu'en ce sens, l'immortalité ferait triompher la mort. C'est un paradoxe qu'il faut se garder de transformer en sophisme. Et on est obligé, pour le faire, de s'expliquer sur ce que l'on entend par la vie et par la mort. Et peut-être qu'il va falloir justifier qu'on puisse tenir comme solidaires la vie et la mort. Et peut-être que, de ce point de vue-là, il va falloir objecter aux transhumanistes que leur immortalité contient sa réfutation, parce qu'en se réalisant, elle supprimerait justement ce qu'elle prétendait pérenniser. Seul vit ce qui meurt. Seul vit ce qui meurt, c'est ce que disait Vladimir Yankelevitch, qui traduisait là, je crois, une intuition de sens commun. Seul vit ce qui meurt. C'est vrai. Alors tâchons d'y regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qui pourrait faire immortalité pour le transhumanisme? Réponse, une longévité illimitée, qui nous dispenserait à partir d'un certain temps, à un certain moment, de compter les années, de compter les anniversaires, sinon même les siècles. Ce n'est assurément pas la même chose que l'immortalité proprement dite. Mais l'idée qu'une régénération continuée des organes, par exemple. On a parlé des cellules souches totipotentes induites. Vous savez, cette faculté que nous aurions, que nous allons avoir, de faire régresser les cellules somatiques à l'état de cellules germinatives, et sur cette base-là, peut-être la possibilité de reconstituer nos organes dès qu'ils sont fatigués, usés, et par conséquent, donc, avoir toujours les pièces de rechange qui nous permettent de continuer la trajectoire vitale. Bon, on a parlé de cela, on a parlé de la pérennisation de la conscience grâce à ce qu'on appelle le mind uploading. Bon, télécharger le contenu du cerveau sur
sur des puces de silicium qu'on implémentera sur d'autres corps, sur d'autres dispositifs techniques, ou qu'on enverra dans le cyberespace. Bon, c'est bien connu. Ce sont les deux méthodes les plus connues maintenant par le grand public, les deux recettes d'immortalité. Changez vos organes, sauvegardez votre conscience. Tout cela garantirait effectivement cette longévité illimitée, de sorte que nous ne mourrions plus que par accident. La mort naturelle serait toujours une mort par accident. C'est le pot de fleurs sur la tête, c'est l'accident de voiture, etc. Ou alors, la mort, c'est la décision simplement de se déconnecter. Hein, et après tout, c'est une liberté qui pourrait demeurer. Alors cette idée, elle constitue aujourd'hui l'argument central, ces idées, hein, les cellules souches totipotentes induites notamment, et le mind uploading, résument en raccourci ce que nous mettons sous le concept d'immortalité lorsque nous nous exprimons depuis les promesses transhumanistes. Mais au fond, promesse de quoi, au juste? Est-ce que la promesse, c'est seulement que le métabolisme qui caractérise le vivant fonctionnera sans cesse? Quelle promesse, en effet, vous vous rendez compte? On pourrait être tenté d'être enfermé dans un cycle naturel sans issue. Alors là, moi, pour essayer de démêler un petit peu la chose, je vais du côté de Michel Houellebecq, La possibilité d'une île. Vous êtes nombreux à avoir lu sans doute ce livre, hein, où le personnage résulte d'un clonage, il est le clonage 33, hein, bon, et bien ce personnage, il incarne, évidemment, cette promesse d'immortalité. Et il n'en peut plus de ne pas mourir. Hein. Il n'en peut plus. Il meurt de ne pas mourir, hein, comme disent certains mystiques. Et je pense qu'il incarne justement la question éthique de l'immortalité. Les questions éthiques, hein, elles sont toujours des questions d'acceptabilité. Hein. Bon, ben, il incarne bel et bien la réponse à la question de l'acceptabilité de la mortalité. La représentation simpliste. François Arnoux, hier, disait que les transhumanistes étaient des naïfs. Oui, ils sont souvent très très largement des naïfs. Eh bien, ils ont une représentation simpliste de l'immortalité, je crois. Et cette représentation simpliste, elle est tout entière marquée sous le signe de la quantité. D'ailleurs, bon, ils s'expriment en général toujours en termes de quantité. Hein, le terme américain « enhancement », qui a été traduit par « homme augmenté » et non pas par « homme amélioré », est déjà significatif. Hein. On augmente l'homme, on ne l'améliore pas. Hein, il n'y a que Nicolas qui a écrit effectivement un livre sur la société d'amélioration, hein, mais en toute rigueur, ce n'est pas la perfectibilité qui est à la clé de l'effort des transhumanistes, c'est l'augmentation. Hein, augmenter la capacité aux automatismes, enfin, etc., de façon à être, comme vous le disiez, en phase avec une société de performance, de compétitivité, de retour sur investissement, etc. Là, la présentation qu'on se fait de l'immortalité, chez les transhumanistes, elle est sous le signe de la quantité. On augmente la longévité jusqu'à ce qu'on ne compte plus les années. Et l'immortalité, ce serait, au fond, quand le temps n'aurait plus de sens. Hein. Le temps ne dirait plus ni l'avant ni l'après. Le temps ne serait plus, comme Aristote le voulait, la mesure du mouvement. Il serait indifférent, c'est-à-dire sans différence. À proprement parler, le temps serait monotone. Et il interviendrait dans un monde qui serait devenu un monde plat. Les philosophes de la fin de l'histoire ont rencontré cette conclusion depuis longtemps. Hein, la vision qu'on se faisait de la fin de l'histoire chez les philosophes, depuis au moins Hegel, c'était de dire, bon, il y aura un moment où il n'y aura plus rien de nouveau. Il n'y aura plus d'événements. Il n'y aura plus, justement, que la répétition des cycles naturels. Quand l'histoire s'achève, c'est la nature qui reprend le dessus. Hein, Hegel, Kojève l'ont dit, Fukuyama, tous l'ont dit. Hein, à la fin de l'histoire, c'est le cycle naturel. Donc le métabolisme qui prend le dessus. L'être immortel, donc vous le concevez bien, ne peut pas ne pas être saisi par l'ennui. Et c'était la question que Kojève se demandait. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'histoire? Qu'est-ce qu'on fait?
Et ben, il répondait, ben voilà, on va jouer, on va faire l'amour, ou alors on va faire comme les Japonais, on va avoir des comportements de snobisme. C'était son idée. C'était un peu drôle, mais c'était en 1968 qu'il racontait ça. Au fond, cet être immortel, vous concevez aussi à quel point il va être dépressif. Il ne peut pas ne pas être dépressif. Il ne peut plus vouloir qu'il y ait du temps. Il va passer son temps à s'efforcer de s'extraire du temps. Alors si vous voulez là, une belle formule littéraire pour comprendre ça, lisez Raymond Queneau, Les Dimanches de la vie, le personnage de Valentin Bru. Il passe son temps à essayer d'éliminer le temps. C'est extraordinaire. Cette vision de l'immortalité, elle est souvent rapportée au culte du néant, tel que l'Occident l'impute au bouddhisme. C'est là aussi Michel Houellebecq, hein, l'Orient, les spiritualités orientales sont toujours présentes dans ces romans. De ce point de vue-là, si l'immortalité est mise sous le signe du culte du néant, je crois qu'il faut concevoir qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec le désir d'éternité, que dans notre tradition occidentale, nous avons considéré comme la source vive de l'humain, dans les traditions en particulier issues du platonisme ou du christianisme. Comme tout désir, le désir d'éternité se mesure en degrés d'intensité. Et c'est pourquoi il est volontiers associé à ce que Spinoza appelait l'appetitus, ou Nietzsche, la volonté de puissance, volonté d'intensification. Rien à voir avec l'immortalité qui résulterait d'une augmentation au départ dénombrable d'années et qui définirait un état et non pas un devenir. La tension, l'inquiétude ou l'intranquillité qui mobilise le désir d'éternité, elle est décrite, vous le savez, par Platon dans le mythe d'Éros, dans son dialogue qui s'appelle Le Banquet. Hein, vous connaissez tous l'histoire, je peux aller très vite. Hein, Platon raconte la naissance d'Éros, hein, un soir de beuverie, après un banquet, précisément. Pénia, sa mère, qui est la pauvreté. Bon, d'accord. Pénia, donc, qui signifie pauvreté, se fait embrosser, après sans doute avoir été violée, par Poros, le dieu de la ressource, de l'inventivité permanente, et cela au cours d'un banquet qui était donné pour célébrer Aphrodite, idéal de beauté. Bon, donc, voilà, Eros, il est ce mixte-là d'indigence, d'inventivité et éclairé par la beauté. Je crois qu'on pouvait pas mieux dire le caractère proprement spirituel de l'aspiration à l'éternité associé à l'absolu de la beauté. Quel animal serait capable d'incarner la figure d'Eros? Quel dieu se trouverait concerné par ce pathos de la finitude inquiète? Hannah Arendt rappelle dans son livre La condition de l'homme moderne cette distinction fondamentale à ses yeux entre immortalité et éternité. Elle rappelle que ce sont les Grecs qui ont forgé cette distinction et ils ont finalement éclairé tout leur modèle culturel de cette distinction. Elle rappelle que la mortalité était considérée comme le privilège des humains. Les dieux sont immortels par nature, mais les animaux aussi, dont l'espèce est réputée immortelle. Chez tout animal, en effet, l'espèce domine sur l'individu. Et c'est cela qui expliquerait son ignorance de la mort en tant qu'événement, touchant cet individu qu'il n'est pas en réalité. Il est toujours un spécimen de l'espèce. Chez lui, chez l'animal, c'est la mort-renaissance qui scande le cycle naturel de l'espèce. Alors évidemment, on aurait quantité, les défenseurs des animaux ici auraient sans doute quantité d'objections, hein, et on met toujours en avant des constats. Hein, on constate que quelquefois,
L'animal semble avoir un instinct de mortalité, le comportement du chien qui se laisse mourir sur la tombe de son maître, etc. Et quelques autres manifestations de cet ordre-là. Alors la réponse qu'on donne en général consiste à dire que la domestication a le pouvoir d'éloigner l'individu animal de l'espèce, ce qui aurait pour conséquence qu'il serait débarrassé de ce que Edgar Morin nommait la tyrannie vitale. Et donc l'animal se trouverait en sympathie avec l'homme, du fait de cette domestication. La mort, dit Edgar Morin, et j'aime beaucoup cette phrase, n'apparaît que lorsqu'il y a promotion de l'individualité par rapport à l'espèce. Et je crois que dans nos sociétés hyper-individualistes, nous sommes, plus que dans d'autres sociétés, obsédés précisément par la mort, parce que nous coïncidons avec cette promotion de l'individu contre l'espèce. Alors l'espèce connaît évidemment la mort, hein, bien sûr. Elle est équipée de dispositifs de défense contre elle. Toutes les espèces ont des comportements d'autodéfense, hein, qu'on identifie la plupart du temps comme des manifestations de l'instinct de conservation. Mais l'individu animal, bon, s'il satisfait à ces comportements d'autodéfense, il le fait sans y penser, de sorte qu'on ne lui prête pas, à proprement parler, une conscience de la mort. Schopenhauer disait l'essentiel, je le cite, « L'animal, à vrai dire, vit sans connaître la mort. Par-delà l'individu du genre animal, par là, l'individu du genre animal jouit immédiatement de toute l'immutabilité de l'espèce, n'ayant conscience de soi que comme un être sans fin. » D'où la thèse, donc, selon laquelle seuls les hommes, parce qu'ils sont capables d'individualité et de se sentir uniques, irremplaçables, indépendamment des contraintes de l'espèce, seuls les hommes sont mortels. D'où aussi cette hypothèse. Quand ils veulent l'immortalité, les hommes, parce qu'ils la veulent, évidemment, ils la veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent essayer de se faire Dieu, ou ils peuvent essayer de se faire animaux. C'est les deux possibilités. Et Hannah Arendt travaillait bien cette alternative. Il disait, ben, les Grecs, par exemple, ont essayé d'incarner des figures archétypales. Il y avait trois moyens pour les Grecs d'essayer d'atteindre l'immortalité. Les exploits, les paroles, les œuvres. C'est les trois moyens déployés par les Grecs pour essayer de s'immortaliser, c'est-à-dire de survivre à la mort-renaissance qui caractérise l'espèce. Ça, c'était une manière d'approcher la divinité et l'immortalité. Et puis l'autre moyen, beaucoup plus trivial, c'est pour l'humain d'essayer de fusionner avec l'espèce. Et de fusionner en quelque sorte en essayant d'adopter une attitude animale, de s'attacher à sa nature biologique avant tout, biologiser, hyper-biologiser l'humain. Ce sont deux moyens, et cette dernière option, puisque j'évoquais tout à l'heure le bouddhisme, elle est parfois décrite dans les termes du bouddhisme. On dit, bah, regardez les bouddhistes, c'est la vulgate bouddhiste, hein, s'il y a des bouddhistes authentiques parmi vous, vous me pardonnerez d'aller vite, mais en gros, qu'est-ce qu'on dit? Le karma du bouddhisme, il est atteint lorsque on a réussi à obtenir trois vertus. La première vertu, c'est celle qui nous permet de comprendre que tout est toujours impermanent. Rien n'est jamais fixe. Deuxième vertu, c'est de comprendre que dans la nature, tout est en interconnexion. Hein, tout se tient. Il n'y a pas de rupture. Puis la troisième vertu, c'est de se débarrasser de l'illusion du moi, la vacuité du moi. Hein. Eh bien, on a souvent sollicité cette idée du karma bouddhiste pour dire, voilà, c'est une manière effectivement de fusionner avec l'espèce, avec le tout, hein, et d'abdiquer cette espèce de privilège que nous nous accorderions en pensant que nous sommes exceptionnels. Et puis, cette option de ce que j'appellerais quand même l'animalisation de l'humain, les technologies aujourd'hui, surtout lorsqu'elles se dédient à l'immortalité, eh bien, elles prétendent en donner une figuration. Et les technologies sont en train de nous expliquer que vivre, c'est survivre. Vivre, c'est survivre.
Réduction, donc, de la vie à la survie. Et il y a même des technologues qui vous disent il faut aller plus loin, il faut adopter une morale dite de la subsomption. C'est Joël de René, à la fin d'un livre sur le Sibionte, hein, qui dit, voilà, la morale d'aujourd'hui, c'est une morale de la subsomption. Qu'est-ce que c'est la subsomption? C'est un terme un peu technique pour désigner la faculté d'inscrire le particulier sous l'universel d'un concept. Et bien, la morale de la subsomption, c'est la morale du sacrifice. Décider que finalement, dans le cyberespace, nous ne sommes rien de plus qu'un neurone, un neurone du cerveau planétaire. Ça, c'est la morale de la subsomption, c'est accepter, consentir à être toujours remplaçable. Hein, à savoir que, bon, lorsqu'on dégage sa place dans le contexte social, eh bien, on est remplacé. Nul ne peut prétendre être irremplaçable. Hannah Arendt, pour en dire encore un mot, elle rappelle comment Platon, puis le christianisme, ont inventé le désir d'éternité. Un désir d'éternité qui consiste justement à se détourner de l'animal en l'homme pour exprimer le spirituel, c'est-à-dire pour accepter la finitude comme le mobile même d'une réalisation de soi asymptotique, puisque on n'atteint jamais la fin. L'éternité, elle est devenue donc le corrélat de l'aspiration à l'absolu et la promesse portée par la conversion, la conversion à un monde qui ne change pas. Chez Platon, atteindre le ciel des idées, monde qui ne change plus. Chez les chrétiens, peut-être, atteindre le royaume de Dieu. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette éternité, elle est mise sous le signe de cette volonté spirituelle d'une conversion qui va nous débarrasser des trivialités du monde humain et surtout du monde biologico-animal. Alors ce désir d'éternité, que représente donc très bien le mythe d'Eros que je viens d'évoquer, il est aux antipodes de l'utopie post-humaniste. Les post- ou les transhumanistes n'ont aucune inclination pour la nature érotique de l'homme, ni d'une manière générale pour la dimension symbolique, caractéristique d'une existence vraiment humaine. L'immortalité que fait miroiter le transhumanisme s'attache à l'instinct animal de conservation. Et ça, on le voit très bien aujourd'hui, si on est attentif. Si on est attentif aux perspectives offertes par ce qu'on appelle la médecine connectée. Cette médecine connectée, qu'on appelle aussi personnalisée, qui cherche à réparer l'humain et à prévenir ses pannes. La maladie, c'est une panne. La mort, c'est une panne. Hein, et ça se répare, évidemment. Hein, on parle maintenant tous naturellement de l'homme réparé, comme si c'était évident. Autrefois, on aurait dit l'homme soigné. On soignait autrefois. Maintenant, on répare. Hein. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans nos représentations collectives. Il y a cette médecine connectée, elle s'adresse évidemment aux technologies pour réparer l'homme, pour prévenir de ses pannes. Hein, c'est la connexion des émetteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques, c'est les bracelets, c'est tous ces dispositifs qui vont déferler sur le marché aujourd'hui. Ce qu'on peut constater, c'est que toutes ces technologies font l'impasse sur quelque chose qui était quand même attaché à l'humain, le langage. Le langage est complètement squeezé là-dedans. Hein, Daniela l'a dit en passant, Kevin Warwick, par exemple, il rêve, lui, d'instaurer une télépathie généralisée. Hein, je vous équipe d'émetteurs-récepteurs d'ondes, vous en avez de même, et puis nous communiquons sans plus avoir besoin du langage. Hein. On devine que cette médecine, qu'on appelle aussi prédictive, et qui est présentée comme le facteur d'une longévité accrue, eh bien, on découvre qu'elle va sans doute mettre à mal cette dimension symbolique qui caractérisait l'humain. Alors, le scénario est maintenant connu. Il y aura à gérer des millions de données que l'on obtiendra à partir des dispositifs de mesure et des capteurs d'information dont nous allons bénéficier. Donc le big data, excuse-moi Jean-Gabriel, mais il a une réalité de ce point de vue-là. Le big data, il réunira les traces de fonctionnement de notre organisme et il sera géré par des ingénieurs en traitement de l'information.
les médecins vont être obligés de laisser la place à des ingénieurs de traitement de l'information, qui révéleront des corrélations en série, qui calculeront des récurrences statistiques, lesquelles permettront de formuler des prédictions. On sait déjà que la disqualification du médecin et de l'examen clinique seront la conséquence de la promotion des data. Hein, vous êtes tous comme moi déjà, vous constatez que votre médecin ne vous regarde plus. Il regarde votre IRM, il regarde l'écran de l'échographie, etc. Et quelquefois il lève le main. Ah tiens, vous êtes là. Mais vous n'avez plus d'importance. Vous n'avez plus d'autre importance que les mesures qui sont offertes par les dispositifs. La médecine ne sera plus l'art d'expliquer par les causes. Hein, vous recherchez le symptôme par l'observation, par l'entretien avec le patient, hein, cerner les causes, mais plus du tout, il ne sera plus question de cela. La technique destinée à prédire se fera à partir d'une réduction des phénomènes qu'on aura mesurés sur vous par rapport à une épure simplifiée et univoque qui résultera précisément des calculs statistiques que les big data donneront. L'animalisation et ou la machinisation de l'humain, je crois, sont l'horizon d'un traitement de la santé qui n'empruntera bientôt plus les voies du symbolique, c'est-à-dire qui ignorera la dimension spirituelle que révèle toujours la maladie. Alors, suffit-il pour disqualifier le transhumanisme de l'accuser de ne retenir de l'humain que ce qui est élémentaire en lui, à savoir les mécanismes biologiques, et d'écarter ce qui procède du langage et de la réflexion libre? Est-ce que ça ne suppose pas qu'on idéalise par trop le vécu humain, en disant au fond qu'est-ce que c'est qu'être humain? C'est s'arracher au déterminisme biologique. C'est une définition classique, c'est la définition de l'humanisme issu de la Renaissance. Les humanistes définissent l'homme comme celui qui met tout en œuvre pour s'arracher au déterminisme biologique. Je crois que là, on est complètement à contre-courant, puisque précisément on nous réintègre dans le déterminisme biologique. L'ambition mortifère, dont parle mon titre, et qui est imputée aux perspectives annoncées comme post-humanistes, c'est quoi? C'est d'abord le refus que la vie soit un donné. Les transhumanistes refusent que la vie soit un donné, qu'on ne puisse pas transformer, qu'on ne puisse pas fabriquer. Le philosophe Gunther Anders, d'ailleurs, avait une belle formule. Il disait, au fond, les transhumanistes... Enfin, il ne parlait pas de transhumanisme, puisque c'était dans les années 1950, mais il disait, au fond, les biotechnologues sont comme les métaphysiciens. Ils refusent de consentir à être confrontés à quelque chose de donné, un donné brut. Donc, il faut qu'ils le transforment. Et les systèmes métaphysiques partent toujours du donné pour montrer qu'en réalité c'est un construit. Bon, je ne peux pas rentrer dans la technicité philosophique, mais c'est ça, le principe de la métaphysique, c'est d'être confronté à une passivité et transformer cette passivité en une activité. On est confronté à la nature, c'est une passivité. Eh bien, le triomphe de l'esprit, c'est lorsque cette passivité, elle est intégrée dans un processus qui est le processus de l'esprit. Alors ça se faisait dans la spéculation, mais maintenant ça se fait aujourd'hui dans la réalisation technologique. La donation de la vie doit être métabolisée d'une certaine manière pour être transformée en un fabriqué. Alors cette ambition mortifère, elle n'a aucune crainte devant le fait que les technologies veuillent éliminer tout hasard. La technologie veut éliminer le hasard, alors que, bon, le hasard pourrait être constitutif de la diversité naturelle. Et en ce sens, peut-être que les technologies menacent les possibles qui habitent l'élan vital. Au fond, il ne serait pas complètement absurde de se dire que la suppression de la biodiversité, elle est liée précisément au déferlement de technologies de transgénèse ou autres, OGM, qui ont comme dessein d'éradiquer le hasard, supprimer le hasard. Alors, formulant pareilles objections, j'adopte évidemment une position complètement réac, et vous pouvez facilement me soupçonner d'une espèce de spiritualisme suranné, peut-être, mais je voudrais essayer
m'en expliquer un peu mieux. On estime parfois que les sciences, et a fortiori les techniques, ignorent totalement la vie. C'est un thème qu'on trouve souvent chez les philosophes. On dit, finalement, la biologie ne connaît pas la vie. La biologie connaît peut-être le vivant, mais pas la vie. D'abord, la plus grande preuve, c'est que pour connaître la vie, on commence par tuer le vivant. On est obligé. C'est comme ça que la biologie s'est quand même constituée. C'est une position évidemment spiritualiste, à laquelle je n'adhère que lointainement. Dire que la science instrumentalise toujours le vivant et par conséquent laisse passer la vie. Mais c'est aussi une conviction qu'on retrouve à peu près dans toutes les cultures qui sont en quête d'une explication avec la naissance et la mort. Et cette position archétypale a lieu d'être reconsidérée parce qu'elle trouve aujourd'hui de nouveaux aliments. Lorsqu'on fait valoir combien l'obsession de la duplication et le contrôle de la sélection naturelle sont contraires à la vie définie comme l'horizon des possibles. La technologie veut d'abord la duplication. C'est pourquoi la reproduction sexuée est menacée. Menacée par le clonage reproductif. Dans l'imaginaire des transhumanistes, la reproduction se fera par clonage, et non pas du fait de la rencontre hasardeuse et forcément dangereuse de deux gamètes sous la couette, comme vous dites. Je voudrais évoquer une opposition qui a été fabriquée par les transhumanistes il n'y a pas très longtemps et qui me vise régulièrement. C'est l'opposition entre les bioconservateurs et les technoprogressistes. Elle a été inventée pour déconsidérer les premiers, c'est-à-dire les bioconservateurs. Marc Roux parlera cet après-midi au nom du technoprogressisme. Et on est en dialogue amical depuis longtemps, donc il ne m'en voudra pas de bousculer un petit peu les technoprogressistes. Qu'est-ce que ça veut dire? On identifie donc une position comme bioconservatrice. Il faut entendre par là, évidemment, que le bioconservateur soutient la cause de la vie, non pas comme le disait hier Jean-Noël Missa, en disant, au fond, le bioconservateur, c'est celui qui conserve la nature, qui veut conserver la nature comme un donné. Bien, je crois, moi, que le bioconservateur, c'est celui qui veut conserver la vie comme un processus. Ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Il s'agit de défendre la vie comme une normativité continuée. Normativité continuée, c'est le philosophe Canguilhem qui utilisait ce terme, en disant, au fond, tous nos organismes sont dotés de cette faculté de normativité. Nous passons notre temps à inventer les normes de notre fonctionnement. Et si nous dysfonctionnons, eh bien, nous cherchons toujours à retrouver compensation, équilibre, et c'est ça, la santé, pour un organisme individuel. Trouver le régime de sa normativité. Le bioconservateur, il défend aussi la vie comme le foyer d'hybridation aléatoire soumise aux pressions environnementales. Donc, c'est une manière, là, de célébrer le jeu des possibles, comme le disait François Jacob. Pour un bioconservateur, la vie, c'est aussi la négociation permanente avec la mort cellulaire, l'apoptose, dont Jean-Claude Amezen est spécialiste et dont il vous parlera peut-être cet après-midi. Alors, en quoi est-ce qu'on peut accuser de rétrograde un bioconservateur qui défend la cause de la vie sous cet angle-là? En quoi conserver et garantir le jeu des possibles ne serait-il pas le gage du progrès génétique? En revanche, le technoprogressiste, lui, c'est celui qui prétend intervenir sur le génome, qui prétend dupliquer le résultat de ces manipulations et en imposer l'extension à l'échelle de l'espèce. N'est-il pas, lui, l'agent d'un appauvrissement programmé? La question mérite au moins d'être posée dans ces termes. Je ne dis pas que je la résous, je mets simplement en perspective l'un par rapport à l'autre, le techno-progressiste qui semblait être complètement dans le progrès, le bioconservateur qui semblait être complètement dans la conservation. Et je dis que selon que l'on définit la vie
par la survie ou par le jeu des possibles, eh bien, on voit que cette opposition, elle n'est pas si simple. Les utopies post-humaines, et j'en aurai bientôt fini, sont mortifères. Sont mortifères parce qu'elles traduisent un désamour de l'humain pour lui-même, une désaffection pour l'humain. Vouloir le post-humain, c'est vouloir se débarrasser de l'humain. C'est afficher cette espèce de fatigue d'être soi, hein, qu'évoquait Alain Ehrenberg dans son livre. Les utopies post-humaines, elles veulent nous voir fusionner avec les machines, hein, parce qu'elles n'aiment pas la viande. Ils appellent la viande souvent. Les transhumanistes américains appellent la viande l'organisme. L'immortalité, c'est avant tout l'hyperbole de cette désaffection de l'humain pour lui-même. Avec l'immortalité, on exprime l'intolérance à la vie, en tant que la vie résiste à son arraisonnement, à sa rationalisation, comme aurait dit Heidegger. C'est-à-dire, finalement, c'est une intolérance à la vie conçue comme passivité, comme donation, comme limite de toute maîtrise humaine. Au fond, prendre le contre-pied de ces utopies, à la lettre mortifère, puisqu'elles entendent nous dévitaliser au profit d'automatisme. Et prendre le contre-pied de ces utopies, c'est revendiquer une conception de la vie réfractaire au format technologique qui voudrait la modéliser. C'est revendiquer la vie en tant qu'elle ne se laisse pas confondre avec le vivant, c'est-à-dire avec l'organisation. C'est vrai qu'on parle du vivant comme si il était évident que c'était la même chose que la vie. Non ? L'organisation, le vivant est organisation. Il est bien évidemment au service de la vie, mais il n'y a pas lieu de confondre pour autant la vie avec cette organisation. Alors les philosophes, certains phénoménologues ont souvent insisté sur ce point, en disant que c'est en concevant la vie comme excédant le vivant qu'on peut le mieux y trouver l'origine de la conscience. Hans Jonas, dont on a prononcé le nom ce matin, considérait que l'esprit est préfiguré dans la vie dont le métabolisme suppose ce qu'il appelait un rapport sélectif à l'extériorité, qu'on ne peut pas expliquer si l'on ne requiert quelque chose comme une conscience. Alors je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas cette idée de rendre d'emblée solidaire la vie et une conscience, même embryonnaire, même la conscience de l'amibe, hein, même la conscience du tournesol, bon, qui semble entretenir justement un rapport sélectif avec son environnement, eh bien, c'est une idée, en tout cas, à creuser. Un autre philosophe, Raymond Ruyère, avait développé cette idée qui revient à associer la vie au système nerveux et à la conscience. Alors, quand vous demandez à un transhumaniste ce qu'il fait de la conscience, la plupart du temps, il a une réponse. Il dit, mais la conscience, ça a été un avantage sélectif dans l'évolution biologique des choses, un avantage sélectif que l'espèce a sélectionné par hasard. Mais dans l'évolution biologique, un avantage sélectif devient toujours un handicap. Et aujourd'hui, la conscience devient un handicap. Donc, les transhumanistes ne s'intéressent pas à la conscience et considèrent même qu'il faut en finir avec la conscience. C'est quand vous serez vraiment réactif dans cette société compétitive, hyper compétitive qui est la nôtre, que vous comprendrez que la conscience est un frein, que la conscience est quelque chose de suranné. Plus on vous demandera d'automatiser vos comportements, plus on vous demandera de fusionner avec les machines, moins on fera de place, évidemment, à la conscience. Donc c'est un trait dont il faut tenir compte, précisément lorsqu'on parle de la vie humaine, en tout cas. L'ambition mortifère d'immortalité qui est portée par le transhumanisme, donc, oblige à repenser la vie, je crois, en rupture avec la logique comptable des big data et en rupture avec la médecine connectée, qui, big data et médecine, prétendront de plus en plus en détenir les clés. Il faut sans doute oser objecter que la vie reste source de toute croissance, sans avoir besoin d'être boostée. Il faut rappeler les leçons de l'apoptose, qui montrent que la mort n'est pas la limite du vivant, mais la condition de son existence, ce qui la sculpte, comme dit Jean-Claude Amezen.
Il faut arguer que la manipulation technologique du vivant, destinée à le pérenniser, constitue une menace contre la diversité qui permet seule qu'il résiste aux aléas de l'évolution. Il faut enfin dénoncer tout programme appliqué au vivant qui reviendrait à lui imposer une finalité, alors même que la vie est par définition sans projet. La vie, elle est sans projet. Jean-Paul Sartre avait une belle formule pour dire cela à sa manière. Il disait au fond, seule la mort transforme l'existence en projet. Tant que vous existez, vous pouvez peut-être multiplier ce qui paraît être des projets, mais vous ne dessinez pas une trajectoire unique. Hein. Vous bagnaudez, vous errez. Hein. Mais quand vous êtes mort, c'est le moment où rétrospectivement, on reconstruit votre itinéraire, on le rationalise. Hein. Mais vous ne l'avez pas vécu comme cela. Eh bien, des programmes technologiques qui transformeraient la vie en projet, précisément, feraient advenir la mort. Le transhumanisme et sa volonté de prendre les commandes de l'évolution biologique pour faire advenir un post-humain imposent, à mes yeux en tout cas, de réactiver une philosophie de la vie qui se nourrirait à la fois des enseignements de la biologie, de la critique des ambitions et des programmes technoscientifiques, ainsi peut-être que de certaines sagesses ancestrales. C'est seulement avec une telle philosophie qu'on déracinera l'illusion mortifère attachée au slogan « Tuer la mort ». Je vous remercie.